Eh bien, en fait, j'ai moi-même exercé en tant qu'agent de renseignement dans un contexte de guerre froide. Depuis, en tant que journaliste et écrivain, j'ai rencontré beaucoup d'espions et d'ex-espions, j'ai beaucoup lu, et pas uniquement dans la langue de Molière. Et je connaissais Pierre Bach pour avoir fréquenté, lorsque j'étais en activité, certains organismes où il servait également. Et finalement, au fur et à mesure des discussions que j'ai eues avec Pierre Bach, pardonnez-moi ce que cette expression peut avoir de trivial, mais il lui arrivait de me raconter des anecdotes qui me laissaient encore sur le cul, alors que j'avais moi-même quand même une connaissance assez encyclopédique de ce qu'est le renseignement. Donc je me suis dit, à un moment, tout ça ne doit pas disparaître dans le trou noir de l'oubli. Deuxième argument, c'est qu'actuellement, la guerre froide ne fait pas recette dans les médias. Rares sont les éditeurs qui se risquent à lancer un ouvrage qui la concerne. Donc quelque part, je ne voulais pas me rendre coupable de non-assistance à Histoire en danger. Alors il est vrai que le personnage de James Bond renvoie une image de l'espion qui est très faussée par rapport à la réalité. Je vais prendre deux exemples. D'abord pour ce qui est de filer quelqu'un lorsque vous êtes en voiture. Il est bien évident que lorsque vous aurez à choisir un véhicule pour réaliser la filature, vous allez choisir un véhicule le plus banal possible. Donc, si l'on voit un James Bond en train de filer quelqu'un dans une rutilante Aston Martin, ça ne sert absolument à rien, surtout si en plus il est accompagné d'une jeune femme très jolie, coulée au moule, inaugurée par Adriana Carambeu. Ça ne marche pas comme ça. Deuxième chose, le 00 de James Bond signifie qu'il a l'autorisation de tuer. Alors, contrairement à ce qu'on croit, dans les services de renseignement, on tue le moins possible. Pourquoi ? Parce qu'un mort, ça laisse des traces. Déjà, son absence laisse des traces. Ensuite, lorsque vous l'avez tué, il faut se débarrasser du cadavre. C'est beaucoup moins facile qu'on ne le croit généralement. En fait, le métier d'espion, d'agent de renseignement, c'est au jour le jour, ça s'apparente beaucoup plus à composer un puzzle. C'est-à-dire que vous prenez des petites pièces à droite à gauche, en utilisant toutes les méthodes de renseignement que vous jugez bon d'utiliser, que ce soit du renseignement d'origine humaine, du renseignement d'origine imagerie, les satellites, les radars, les drones, ou du renseignement d'origine électromagnétique, c'est-à-dire les interceptions de communication. Vous prenez tout ça et vous faites votre propre tambouille en vue de remplir la mission qu'on vous a attribuée. Mais c'est véritablement ça, c'est un puzzle. Une petite pièce ici, une petite pièce là, et c'est à vous de voir si elles s'emboîtent. C'est ça le métier d'agent de renseignement dans la réalité. Donc on voit, ce n'est absolument pas ce que James Bond popularise. Alors en ce qui concerne les relations entre les alliés, il est bien entendu que le principe de base était la collaboration pleine et entière. Ce qui n'évite pas que ça et là, il y a pu y avoir certaines arrière-pensées dues parfois à des intérêts divergents qui faisaient que certaines informations obtenues par certains services de renseignement n'étaient pas communiquées aux autres et réciproquement. Mais le principe, c'était la collaboration. J'en veux pour preuve les 3 missions militaires alliées qui agissaient en République démocratique allemande, c'est-à-dire la mission américaine, britannique et la mission française. Ces 3 missions marchaient la main dans la main. Et il y avait une certaine fraternité d'armes d'ailleurs, puisque les gens qui appartenaient aux 3 missions étaient soumis exactement au même danger, au même risque lorsqu'ils parcouraient les routes de l'Allemagne de l'Est. En ce qui concerne les relations entre services de renseignement ennemis, il était bien évident que c'était à couteau tiré. Mais de temps en temps, ça n'excluait pas une certaine retenue, dans le sens où il y avait quand même le principe de réciprocité. C'est-à-dire que si tu me mets les bâtons dans les roues, eh ben j'ai la possibilité, moi, de te mettre les bâtons dans les roues. Je reprends cet exemple des missions militaires de liaison en Allemagne de l'Est. C'était des accords réciproques, c'est-à-dire si la France entretenait une mission française en Allemagne de l'Est, à titre de réciprocité, les soviétiques entretenaient une mission auprès du commandement français des forces en Allemagne, à Baden-Baden. Donc il est bien évident que s'il y avait des difficultés d'un côté, il y avait possibilité, par réciprocité, de leur faire des difficultés en Allemagne de l'Ouest.
Alors c'est bien évident dans le sens où, dans un contexte de guerre froide, il y avait deux ennemis qui se connaissaient. C'était une situation qui était figée depuis plusieurs dizaines d'années. Donc on allait effectivement chercher le renseignement, mais c'était du renseignement dans le détail. On cherchait quel système d'armes a remplacé tel autre, est-ce que les structures des divisions blindées soviétiques ont été modifiées, etc., etc. Dans un contexte post-guerre froide, il a fallu faire du renseignement sur des conflits genre Yougoslavie, où vous avez un pays qui implose, qui se sépare en différentes factions qui ne sont pas tous des États-nations. Certaines factions sont très petites et il s'agit d'en connaître les chefs, de connaître leurs possibilités, leurs moyens humains, l'armement. Il s'agit de savoir d'où vient l'armement. En particulier, l'armement qui a été prélevé sur les stocks de l'armée est-allemande qui a été dissoute et l'armement qui a fait l'objet de trafic après le retrait du groupe de forces soviétiques en Allemagne de l'Est. Donc c'est quelque chose d'infiniment plus difficile parce qu'il faut faire la différence entre différentes factions. Il faut savoir quel est le point de vue d'une faction, quel est le point de vue de l'autre. Naviguer de manière à pouvoir se renseigner auprès d'une faction sans en mécontenter une autre, parce qu'après on peut retourner vers cette faction pour obtenir aussi du renseignement, etc. etc. Donc vous voyez, c'est un jeu qui est beaucoup plus difficile, alors que pendant la guerre froide, les analystes de renseignement ont bénéficié d'une longue période d'un certain confort intellectuel, puisque la situation était figée. On ne peut pas véritablement le dire, au moins dans les dernières années de la guerre froide. La seule évolution technologique que l'on peut noter, c'est l'apparition puis la montée en puissance de l'informatique de bureau qui a permis aux analystes de mieux stocker, de mieux gérer et de mieux analyser les données dont ils disposaient. En revanche, post-guerre froide, il y a bien entendu une innovation technologique majeure qui est l'apparition dans la dernière partie des années 90 de l'Internet, puis ensuite la montée en puissance très rapide et à un rythme qu'on n'aurait pas imaginé avant des nouvelles technologies de l'information et en particulier des téléphones intelligents qui aboutit à tout ce que l'on connaît actuellement avec la polémique entretenue autour du rôle de la National Security Agency américaine, polémique qui est née des révélations d'Edward Snowden. Ceci dit, pour ce qui est de l'Internet, ça a permis en particulier d'améliorer quand même une méthode de renseignement qu'on appelle le renseignement de source ouverte, dans le sens où ça a permis d'accéder en quelques clics à partir de son bureau à une masse d'informations qu'on peut considérer bien entendu comme étant de l'information blanche, c'est-à-dire accessible à tout à chacun, mais aussi à de l'information grise, c'est-à-dire de l'information qui, sans être véritablement classifiée, est quand même peu disponible, par exemple les thèses. Et ces thèses ont été alors susceptibles de faire avancer la connaissance de certains problèmes qu'avaient les analystes de renseignement.